Bon, alors c'est bon, l'enregistrement est lancé. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors merci d'abord pour votre présence pour ce nouveau volet du webinaire Champ des possibles. Donc ce rendez-vous sera consacré aujourd'hui à la filière du végétal, ses enjeux, ses perspectives, les dynamiques qui la traversent. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux intervenants, enfin deux structures que vous devez sûrement connaître, hein, je pense. Donc aujourd'hui, nous accueillons dans un premier temps Axel Bigot, donc, qui est directeur général adjoint de Valor. Donc, comme vous le savez, Valor, c'est l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Donc, il va nous présenter la filière, les enjeux, les métiers. Et dans un second temps, nous accueillerons donc Marie-Hélène Joannet, qui est la vice-présidente de l'UNEP. Donc, l'UNEP, c'est l'Union nationale des entreprises du paysage, comme vous le savez. Et elle nous présentera également les métiers du paysage ainsi que les perspectives de la filière. Donc, chaque intervenant prendra la parole durant 20 à 25 minutes. On démarrera avec Valor et ensuite on finira avec l'UNEP. Il y aura en fin de présentation un temps d'échange d'une dizaine de minutes. Cependant, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Hein, si certains sujets suscitent des questions, n'hésitez pas à les intégrer au chat pour qu'on puisse soit vous y répondre à l'écrit ou sinon on traitera toutes vos questions en fin de webinaire. Il y aura également un replay, alors c'est pour ça qu'on a lancé l'enregistrement au départ. Et on vous enverra donc ce replay avec les supports de présentation et les documents ressources. Voilà. Donc, je vais laisser la parole sans plus attendre à Axel Bigot de Valor, qui va se présenter et qui va prendre la parole pour vous présenter donc sa filière. Merci à toutes et à tous pour votre participation et juste pour le confort de tout le monde, laissez bien les micros fermés. Merci. Axel, je vous laisse la parole. Oui, merci Afida. Écoutez, je vous partage mon écran. Est-ce que ça fonctionne là? Oui, c'est bon. C'est bon pour vous? Vous avez le PowerPoint? Oui, c'est Ok. OK. Bon, bah, impeccable. Alors écoutez, rapidement, donc Axel Bigot, moi, je suis directeur général de Valor. Maintenant, c'est bon, le tuilage a été fait depuis juillet dernier avec Jean-Marc Vasse, qui était comment dire, le directeur général de Valor pendant une vingtaine d'années, avec la mise en œuvre de cette interprofession. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Valor, Valor est l'interprofession de l'horticulture, de la floristerie et du paysage. Nous ne sommes pas présents au niveau régional, contrairement à certaines fédérations que vous pouvez davantage connaître. Valor ne s'est pas encore structuré en réseau, donc fonctionne, on va dire, avec ses fédérations membres pour atteindre les professionnels sur le territoire. Donc c'est pour ça que notre interprofession, aujourd'hui, peut-être vous est un peu moins connue. Alors, qui est Valor? Comment est-ce que fonctionne une interprofession? Donc, il faut savoir que, avant d'aller sur le petit film institutionnel, les interprofessions ont été créées par l'État. En fait, si vous voulez, ce sont les ministères, notamment sur les interprofessions donc agricoles, le ministère de l'Agriculture, qui nous donne mandat au niveau interprofessionnel pour rassembler autour de nous les fédérations qui représentent l'ensemble des métiers de notre filière, en l'occurrence la filière plutôt végétale ornementale, pour se mettre d'accord tous ensemble autour de la table avec les instances représentatives des métiers sur des projets d'avenir, des projets de structuration des filières, et en l'occurrence l'attractivité des métiers en est un. Donc je vais vous présenter ce film institutionnel qui résume le fonctionnement de Valor. Je vais aller le chercher ici. Tac, tac. Voilà. J'espère que le son fonctionnera bien. Ouais, on n'entend pas bien. Si de ton côté, tu peux modifier le son. J'entends rien. Une seconde. Le son ne fonctionne pas? Non, pas de son.
Non? Bon, ça y est, je suis une cruche. Alors, je suis désolé, je ne sais pas comment, parce que le son est au max. Attendez, arrêtez le partage. Je vais voir si je peux. On n'entend rien. En fait, c'est le son de l'ordinateur, Axel, qu'il faudrait bouger, pas celui de la vidéo, je crois. Oui, alors attendez, autre paramètre audio. Excusez-nous. On n'entend pas. Oui, j'essaye de voir. Haut-parleur, non. Tac, tac, tac. Le micro. Hop, autre paramètre audio. Bon, bah, écoutez, je vous enverrai le lien, peut-être on va faire comme ça pour gagner du temps. Je vous enverrai le lien vers la vidéo vous Dans le- l'aurez directement sur le PowerPoint. Je vais aller directement dans la constitution de valeur. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc l'interprofession a été mandatée par l'État pour réunir l'ensemble des fédérations représentatives de la filière, des différents métiers. Et l'interprofession Valor est constituée de trois collèges, de l'amont à l'aval de la filière, si vous voulez, donc de l'amont agricole avec un collège production et quatre fédérations représentatives des métiers de la production, donc FELCOP pour les coopératives fruitières, légumières et horticoles, donc pour leur section horticole, Verdir, qui est donc la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières, c'est la branche, si vous voulez, horti-pépi de la FNSEA. Ensuite, nous avons l'UFS, Union française des semenciers, pour tout, on va dire, toute leur activité semences, par exemple de gazon, de plants également maraîchers, amateurs. Et ensuite, la coordination rurale également pour leurs activités PEPI, Donc ça, c'est notre collège production. Ensuite, nous avons un collège commerce qui représente l'ensemble donc, des acteurs de la partie plutôt distribution de l'ensemble des végétaux en France, la Fédération des jardineries et animaleries de France, la FAF, la Fédération des artisans fleuristes, la FGFP pour tous les grossistes, si vous voulez, de plantes et fleurs, et puis Floralisa pour les libres services agricoles qui vendent également du coup des végétaux. Et le troisième collège, c'est un collège de mise en œuvre des végétaux avec le collège paysage, l'Union nationale du coup des entreprises du paysage avec l'UNEP que vous avez du coup avec nous aujourd'hui, donc est une association, une fédération membre du collège paysage, et également la FFP, la Fédération française du paysage, qui, pour faire assez court, est la fédération des architectes paysagistes, même si on ne les appelle pas comme ça aujourd'hui, mais en tout cas c'est un des combats de la filière de faire reconnaître ce titre d'architecte paysagiste. Donc vous avez trois collèges avec un total de 10 fédérations adhérentes de Valor et un budget d'environ 7 millions d'euros qui nous permet de financer des actions collectives, à la fois de mise en avant des métiers, mais aussi de structuration de la filière par rapport à des thématiques de logistique, par rapport à des thématiques de préservation de la biodiversité et de guides techniques. Donc voilà, on essaye de rassembler l'ensemble des besoins des professionnels, de trouver ce qui correspond le plus à l'ensemble de nos fédérations en tant que de besoins. Et ensuite, on met en place des groupes de travail pour travailler collectivement à l'avenir de la filière du végétal. Valor a fêté ses 20 ans l'année dernière, donc une interprofession qui finalement a déjà une certaine antériorité. Et en préparation de ces 20 ans, le conseil d'administration a souhaité travailler à un projet stratégique à 6 ans qui nous amène jusqu'à 2030. Et l'ensemble des fédérations, avec leurs présidents et leurs directeurs généraux, ont travaillé à l'élaboration de ce plan qui a mis en avant trois ambitions principales pour notre filière. L'ambition numéro une, alors même si elles sont pas, il n'y a pas d'ordre hiérarchique entre ces différentes ambitions, malgré tout, dans les débats qui animent le conseil d'administration, l'ambition attractivité des métiers arrive vraiment en tête, avec la nécessité pour nous donc de nous positionner davantage pour donner envie de rejoindre la filière, mais également de rester dans la filière. Une deuxième ambition, c'est la compétitivité des entreprises, donc plutôt la partie intelligence économique, et je reviendrai dessus juste après, rapidement. Et puis la troisième ambition, c'est la démarche RSE, la transition RSE, comme on l'appelle, pour la mise en avant en fait, de tous les enjeux auxquels répondent nos métiers. Et je pense que c'est intéressant également dans une dynamique d'attractivité des métiers. Si on résume en quelques points très rapidement nos différentes ambitions,
On a, pour l'attractivité des métiers, deux points principaux. Attirer les nouveaux talents vers les métiers de la filière, que ce soit des jeunes talents au moment de l'orientation, mais également des personnes soit en reconversion ou qui souhaitent évoluer au sein même de la filière du végétal, mais en tout cas leur dire qu'il existe d'autres passerelles vers d'autres métiers du végétal. Et puis le deuxième point que vous avez ici, c'est contribuer à l'adaptation de l'offre de formation aux attentes, on va dire plus généralement des apprenants et surtout aux besoins des professionnels, puisque on veille à ce que la formation soit la plus actualisée possible par rapport aux nouveaux enjeux de notre filière, aux nouveaux outils, et puis à la prospective que l'on peut réaliser sur nos métiers demain dans la filière pour essayer d'aligner le plus possible le discours des enseignements, enfin, des enseignants, pardon, à ce que les professionnels veulent voir apparaître comme nouvelles compétences demain dans notre filière. Le deuxième sujet, je l'évoquais, intelligence économique et compétitivité. Donc, il s'agit d'éclairer les enjeux de compétitivité de la filière, donc avec un travail, par exemple, sur les différentiels de compétitivité entre notre filière française et les filières concurrentes, entre guillemets, à l'international, que ce soit les filières végétales italiennes, allemandes, belges ou encore espagnoles. Et puis un deuxième point sur la compétitivité, c'est soutenir l'offre végétale des professionnels et sa mise en marché, donc avec le développement de labels, de certifications environnementales ou encore de certifications de qualité qui permettent d'apporter de la valeur finalement à l'offre de produits et de services et de créer davantage de valeur ajoutée dans notre secteur. Le dernier point, la dernière ambition, c'est transition et RSE. Donc déjà démontrer comment nos solutions sont des atouts pour répondre au changement climatique, que ce soit pour les donneurs d'ordre public, par exemple les collectivités, pour leur dire qu'il faut qu'elles fonctionnent avec nos entreprises qui ont l'expertise pour décupler les efforts de stockage carbone, d'adaptation au changement, enfin aux effets du changement climatique. Également, ce deuxième point, il va avec le premier, c'est faire de l'environnement un champ créateur de valeur pour les entreprises de la filière, c'est-à-dire que comme nous sommes solutions environnementales, nous avons la capacité à mettre en avant finalement un bouquet de services qui a le vent en poupe, qui est intéressant et qui a un impact. Donc c'est ce qu'on peut mettre en avant vis-à-vis d'autres secteurs. Ensuite, nous souhaitons déployer une trajectoire de décarbonation pour la filière, c'est-à-dire en tant qu'entreprise, nous-mêmes, quand on se regarde, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre à notre niveau pour décarboner. Donc ça va être finalement quelles sont les énergies qu'on utilise quand on parle de serre chauffée, quelles sont les énergies qu'on utilise pour notre matériel sur les chantiers. Et puis, un dernier point, c'est poursuivre les engagements sur les dossiers à très fort enjeu en matière environnementale. Et là, on va parler des produits phytosanitaires, par exemple. On viendra tout à l'heure, j'imagine, dans les questions sur ce sujet. On a la partie préservation de la biodiversité, préservation, enfin, ou lutte contre les plantes exotiques envahissantes. Donc, tout un tas, si vous voulez, de sujets plutôt environnementaux sur lesquels nous sommes attendus. Euh, Quelques exemples d'actions très diverses que l'interprofession peut mener dans le cadre de groupes de travail et de commissions avec des représentants professionnels et des permanents de nos différentes fédérations membres. Donc, on travaille sur les labels certification, comme j'ai pu l'évoquer, avec le label Fleur de France, avec un label pour la production responsable de produits de l'horticulture et de la pépinière, donc avec Plante Bleue. On met en place également pas mal d'événements professionnels à destination soit des pros, soit du grand public, comme la semaine du jardinage pour les écoles avec CEMAI, l'interprofession des semences et plants. On met en place également des campagnes de sensibilisation sur la préservation de la ressource en eau auprès du grand public. Et notamment, donc, l'UNEP, par exemple, a été un des piliers du développement en région de cette campagne. Une campagne également pour grand public pour la sensibilisation sur le rôle des abeilles et des plantes mellifères pour la reproduction du végétal et la préservation de la biodiversité. Et puis d'autres sujets beaucoup plus techniques, c'est-à-dire que Valor va financer des travaux plutôt scientifiques et techniques auprès d'instituts de recherche, comme l'est par exemple Plantécité, mais également donc l'Institut technique de la filière qui est Astre d'Or, avec des sujets très divers, comme vous voyez, associer santé et espace de nature. Ça, c'est à destination des donneurs d'ordre public, lorsqu'ils mettent en place une politique d'aménagement des villes et de renaturation. Quels sont les bons conseils, les bonnes pratiques à mettre en œuvre au niveau territorial.
Alors, quels sont les chiffres clés de notre filière finalement qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui c'est une filière d'avenir? Donc, avant d'aller dans les chiffres clés, je voulais vous évoquer une petite victoire pour la filière qui a été sa reconnaissance hein, via un travail d'influence de l'ensemble des fédérations membres, la reconnaissance de l'horticulture comme étant d'importance majeure et stratégique pour la nation. Et ça, c'est une reconnaissance que nous avons demandé aux différents députés et sénateurs qui ont travaillé sur le projet de loi d'orientation agricole dont vous avez sûrement entendu parler l'année dernière. Et dans le titre 1, enfin l'article 1er, nous sommes reconnus en tant que filière comme étant une filière d'importance stratégique. Et ce que nous nous attachons également à développer comme discours, et à chaque fois qu'on rencontre des institutionnels ou des membres des pouvoirs publics ou du gouvernement, nous insistons sur la reconnaissance de la notion de souveraineté végétale, c'est-à-dire que vous avez entendu parler de la souveraineté alimentaire pour les filières alimentaires et l'importance de la souveraineté alimentaire dans les contextes géopolitiques actuels. Nous mettons en avant la souveraineté végétale comme étant complémentaire, c'est-à-dire que la France s'est donné des ambitions environnementales et climatiques à horizon 2030 et 2050 avec la neutralité carbone, également avec des feuilles de route biodiversité. Si nous avons ces ambitions, il faut en face avoir des professionnels qui sont en mesure de les mettre en œuvre. Et nous nous présentons en tant que filière comme étant les solutions, les professionnels et le savoir-faire pour que la France atteigne ses ambitions en matière environnementale et climatique, puisque l'objectif n'est pas de faire avec les compétences, les ressources et les produits et services des autres pays de l'Union européenne, mais également, enfin plutôt mettre en avant nos propres ressources nationales. Donc, si on fait un tour au niveau des chiffres clés, la filière dans son ensemble, de l'amont à l'aval, pour l'ensemble des fédérations que je vous ai évoquées tout à l'heure, les 10 fédérations, nous représentons un peu plus de 200 000 emplois au niveau national, à peu près 46 000 entreprises, et ces entreprises génèrent un chiffre d'affaires d'un peu plus de 15 milliards d'euros au total en France. Si on va dans le détail par rapport à nos trois collèges, dans un sens amont-aval, le secteur de la production horticole et de végétaux d'ornement donc rassemble un peu plus de 16 000 emplois, 2 700 entreprises et puis environ 2 milliards, si vous voulez, de chiffre d'affaires. Par la suite, quand on voit la chaîne de valeur, vous avez le commerce avec les grossistes, les jardineries et puis la partie fleuriste qui génère un peu plus de 50 000 emplois, 9 300 entreprises et environ 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et en aval, au niveau des services plutôt de paysage, vous avez donc l'ensemble des entreprises du paysage et paysagistes concepteurs qui rassemblent environ 140 000 emplois, à peu près 34 000 entreprises et qui génèrent un peu plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est ce collège qui est aujourd'hui le plus dynamique en termes d'emploi et de chiffre d'affaires, on le verra par la suite. Si je vais dans les chiffres clés, alors c'est un tableau, je vous laisserai le lire à tête reposée, vous aurez la présentation. L'objectif avec ce tableau, c'était de vous donner des évolutions par grande famille, grand secteur de notre filière. En chiffre d'affaires, première colonne, en nombre d'entreprises et en nombre d'emplois. Pourquoi il est important de regarder ce tableau? C'est parce que les évolutions sont contrastées en fonction des métiers, mais également en fonction des années. Et vous verrez, ça c'est une petite délicatesse qu'on a au niveau interprofessionnel et on travaille avec les familles à rectifier le tir, c'est qu'on a des années de référence qui sont disparates en fonction des fédérations et des métiers parce que nos études chiffres clés ne sont pas lancées au même moment en fonction des métiers. C'est pour ça que tantôt vous avez des chiffres qui sont à jour de 2023, parfois certains datent de 2019 ou de 2022 ou de 2021, donc c'est assez disparate. Quand vous regardez, je ne vais pas revenir sur les chiffres du paysage, je laisserai l'UNEP détailler ça tout à l'heure. On est sur des évolutions en termes de chiffre d'affaires qui sont plutôt à la baisse pour la partie production et grossiste, et en revanche pour la partie jardinerie ou paysagiste concepteur plutôt à la hausse. De la même façon sur le nombre d'entreprises et le nombre d'emplois.
Si je prends un moment uniquement pour la partie production, on assiste de nos jours à un phénomène plutôt de concentration, mais que vous pouvez voir dans d'autres filières également agricoles, où on a un phénomène de concentration des structures avec une logique de taille et de volume qui est en train de se mettre en œuvre, et donc de diminution du nombre des entreprises, mais également du nombre d'emplois au niveau de la partie amont. Au niveau géographique, puisque ça peut vous concerner dans vos différentes régions de rattachement, si on regarde au niveau des différents métiers, pour ce qui est de la production horticole et pépinière, donc plutôt la partie amont, les métiers, les entreprises sont plutôt localisés dans des bassins de production qui sont très marqués, qui vont être donc le Rhône-Alpes, Auvergne, la région Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire. Et puis très spécifiquement pour la fleur coupée, donc la partie horticole, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec le bassin liérois, donc le Var, qui est un pool de production très important pour la fleur coupée. Si je m'attache donc aux grossistes, on est plutôt donc sur des régions, des pools de production et de rassemblement, de logistique, si vous voulez, de la production, que vont être l'Île-de-France, évidemment, avec Rungis, mais également la Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec donc le marché aux fleurs de Hyères, encore une fois, la région du Var, et Rhône-Alpes-Auvergne. La région Aura compte pour une part importante également des flux sur les plantes, et donc, que ce soit pépis ou fleurs coupées. Pour la partie floristerie, on est sur une dynamique plutôt, donc encore une fois, région parisienne très forte, les Hauts-de-France qui se dégagent, et puis la région Aura, qui, vous le verrez sur l'ensemble de nos métiers, est une région très importante, encore une fois. Pour les jardineries, on est plutôt sur une moitié sud française qui est assez animée et assez maillée avec les entreprises de la jardinerie animalerie, plutôt du côté de la Nouvelle-Aquitaine et encore une fois de la région Aura, qui pareil draine un nombre important donc, de consommateurs sur la partie du végétal. Pour les entreprises du paysage, et l'UNEP détaillera, mais on est également sur des bassins importants au niveau de la région Aura et puis de la Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, sur les paysagistes concepteurs, un maillage beaucoup plus resserré, beaucoup moins d'entreprises concrètement, hein, sur des prestations de services centrées sur la région Île-de-France et puis la région Aura, encore une fois, qui se dégage, avec une grande tradition plutôt pépi et paysage en région Aura. Alors, quels sont les enjeux d'attractivité des métiers pour notre filière? Je vais aller un peu plus dans le détail sur les diagnostics. Donc déjà des métiers qui sont très divers, très disparates. Donc on peut trouver un grand nombre de métiers qui pourraient correspondre aux attentes des personnes que vous pouvez rencontrer. Donc des métiers d'horticulteur, de pépiniériste et de semencier, des métiers de grossiste, des métiers de fleuriste, de conseiller en jardinerie par exemple, de détaillant non spécialisés, c'est-à-dire dans des grandes distributions de bricolage ou de grandes distributions alimentaires, vous avez également des rayons dédiés. Vous avez des services de vente en ligne de végétaux qui se développent comme Promesse de Fleurs, par exemple, et qui sont on va dire, très dynamiques. Des entreprises du paysage et de paysagistes concepteurs ou architectes paysagistes qui sont également des métiers dynamiques avec de fortes attentes de la part soit des donneurs d'ordre publics, des collectivités, des mairies par exemple, mais également des donneurs d'ordre privés, que ce soit les particuliers en tant que tels, mais également des entreprises privées qui font appel aux entreprises du paysage. Des savoir-faire et des connaissances que nous mettons en avant, et c'est vraiment un pilier de la communication de valeur, c'est la promotion des métiers. On le verra un petit peu tout à l'heure avec quelques exemples. On met en avant la connaissance des végétaux et de leurs fonctions. Il y a une réelle expertise qui nécessite finalement de la formation et le recours à des professionnels du végétal. On ne s'invente pas professionnels du végétal et mise en œuvre de végétaux. Une mise en valeur de l'ensemble des végétaux, que ce soit à la fois dans la conception paysagère qu'on va évoquer peut-être de façon plus aboutie avec l'UNEP, mais également dans les bouquets, également dans la mise en avant des produits de saison au niveau des grossistes, avec les importations ou la mise en avant de productions françaises par les grossistes.
des restaurations d'espaces dégradés ou de gestion de l'eau au niveau des collectivités. Et on est sur un produit qui est assez particulier un produit qui est périssable. Et donc l'importance de la logistique est clé dans nos métiers, que ce soit au niveau des grossistes, des producteurs, mais également finalement des entreprises du paysage où on a un produit qui a une certaine durée de vie et qui, pour préserver sa qualité, doit être maintenu et géré de façon experte. Un arbre ou un feuillage frais ou une fleur coupée n'est pas un produit inerte. C'est un produit vivant, on travaille le vivant. Je vous évoquais des mises en avant de nos métiers et des compétences et des savoir-faire qui sont importants et qui font la différence par rapport à d'autres types de secteurs. Et j'évoquerai par exemple le BTP qui parfois peuvent apparaître comme étant pourvoyeurs de ce type d'expertise. Eh bien non, ce sur quoi nous insistons, c'est que la filière du végétal a une expertise en propre. Il y a un réel atout à connaître les végétaux, leur implantation, leur dynamique dans le temps. Également faire avec la palette végétale, c'est-à-dire que par rapport aux nécessités d'adaptation des villes et des jardins des particuliers aussi au réchauffement climatique, la palette végétale, la gamme des végétaux qu'on peut proposer, elle évolue et il faut la connaître pour bien faire les choix de demain. Donc, Valor et les fédérations qui sont adhérentes de Valor mettent en avant les métiers. Et vous voyez différentes initiatives comme le Carré des jardiniers avec voilà, les candidats qui ont été mises à l'honneur lors de Jardin Jardin la semaine dernière, que vous avez ici en compagnie de Florent Moreau, ici, qui est le président de Valor, qui lui-même est fleuriste. Les victoires du paysage qui mettent en avant finalement les grands projets d'aménagement paysager dans des grandes villes ou plus petites pour mettre en avant le savoir-faire des paysagistes concepteurs qui sont mis en avant par les donneurs d'ordre qui recourent à ces services. On a également mis en œuvre avec la Direction générale de l'enseignement et de la recherche et les fédérations de Valor le concours national de reconnaissance des végétaux comment dire, promeut et met en avant encore une fois les compétences des jeunes apprenants et l'importance de reconnaître les végétaux pour savoir les utiliser. Et puis pour la partie plutôt fleuriste, là on a l'Oscar des jeunes fleuristes qui a eu lieu à l'abbaye de Fontfroide, donc au niveau de l'Occitanie, avec la mise en avant, pareil, du savoir-faire des jeunes apprenants. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on insiste. Les postes très variés, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. On est une filière également qui, on estime pouvoir attirer plus largement, au-delà des compétences et du savoir-faire, il y a également une notion de sens apporté au métier qui est importante pour nous et qui peut faire la différence avec des notions environnementales qui sont très appuyées. Donc, je vous évoquais tout à l'heure les certifications environnementales, haute valeur environnementale, plantes bleues qui sont mises en place par l'interprofession avec différents partenaires, mais également Éco-Jardin, qui est un label qui a été mis en place par Plantécité, qui est un de nos partenaires, sur les jardins qui respectent un certain nombre de critères dans les grands centres urbains. Et ça permet de mettre en avant les compétences des jardiniers dans la fonction publique également, et qui sont en charge de la nature en ville. Les labels Fleurs de France, je vous évoquais tout à l'heure pour la production nationale et également éco-responsable. On a mis en place avec nos fédérations des projets d'éco-conception et de recyclage des pots emballage de nos végétaux. Les producteurs et les autres maillons de notre filière sont également sensibilisés et acteurs d'un usage raisonné de l'eau, avec différentes campagnes de promotion qui ont été mises en œuvre sur le territoire. Vous avez quelques exemples en bas, en jardinerie ou alors dans des panneaux publicitaires de sollicitation du grand public sur ces dossiers-là. C'est mis en œuvre par les professionnels localement. Voilà. Et puis, un autre dossier qui est important, c'est la biodiversité et l'importance que nos professionnels vont avoir pour décupler les efforts des pouvoirs publics sur le terrain pour préserver la biodiversité via les travaux de renaturation dans les villes et dans les jardins des particuliers. Un dernier point, ce sera mon dernier sujet, l'attractivité des métiers chez Valor. Je vous disais tout à l'heure, le sujet attractivité des métiers est l'un de nos trois piliers ou ambitions principales.
les professionnels qui se sont réunis autour de la table pour réfléchir à notre feuille de route attractivité des métiers ont fait un diagnostic. Et ce diagnostic, c'est la difficulté de recrutement dans leurs entreprises, à tout niveau, une faible notoriété ou en tout cas identification de nos métiers, soit par les apprenants, soit par les personnes qui sont attirées par une reconversion, soit même par les prescripteurs des formations, en tout cas des, euh, des métiers. Donc, d'où l'importance d'une rencontre comme aujourd'hui. Le renouvellement des générations ou la transmission des savoirs qui peine, qui ne se fait pas forcément, d'où la mise en avant de concours qu'on vous évoquait plus tôt. Les formations et les compétences qui sont un gros dossier sur lequel nous voulons être actifs en tant qu'interprofession pour réaligner le tir parfois, aligner les compétences par rapport aux attendus, essayer de moderniser parfois le portefeuille de formation. Et puis l'intérêt pour des parcours transversaux qu'on nous a mis en avant, c'est-à-dire la capacité, par exemple, pour un fleuriste qui veut évoluer, qui a fait le tour de son métier, d'évoluer, par exemple, en jardinerie pour être conseillé dans le rayon spécialisé sur les plantes et fleurs pour le grand public, par exemple. Voilà, donc je ne vais pas aller plus dans le détail, je pense qu'on reviendra dessus au niveau des questions-réponses tout à l'heure. Voilà, vous pouvez nous retrouver et suivre l'actualité de l'interprofession sur différents outils, différents réseaux sociaux, en plus du site internet de Valor. Merci à tous. J'espère que je n'ai pas été trop long. Eh bien, merci beaucoup à Axel Bigot donc, pour sa présentation très complète. J'espère que ça vous a plu et que vous avez compris un peu les enjeux de la filière et de l'interprofession. Du coup, on va passer la parole à l'UNEP. Normalement, c'est Madame voilà, Marie-Hélène Joannet, comme je vous le disais, qui est présente avec nous, qui est donc la vice-présidente de l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage, et qui va nous présenter donc les métiers du paysage ainsi que les perspectives. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Je vous en prie. Alors, par rapport à ce qu'a dit M. Bigot, effectivement, on est une des branches de l'interprofessionnel Valor. Donc, on s'inscrit dans les démarches de Valor, notamment dans tout ce qui est attractivité et promotion de nos métiers et des concours. Nos jeunes sont sont des forts participants aux concours, notamment à ceux des reconnaissances des végétaux. Après, la particularité, alors là, je ne sais pas si c'est moi qui dois partager ou si c'est... Oui, Marie-Hélène, oui, on vous propose de partager. Est-ce que vous avez le support ou est-ce que vous voulez Oui, que j'ai le je le support. partage? Non, mais c'était pour ça. Ok. Voilà. Voilà. Je vais le faire. Voilà. Alors, hop, alors je reviens là. Je vais partager l'écran, je pense. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez la dernière page de la présentation? Oui, c'est tout bon, on voit bien votre écran. Voilà, donc je repasse à la première. La première page, bon, ça n'a pas trop d'intérêt, ça a déjà été dit. Après, c'est moi. Donc, voilà. Voilà. Juste pour revenir un petit peu sur ce qu'est l'UNEP. Donc, l'UNEP, effectivement, c'est une organisation professionnelle. Au niveau des paysagistes, c'est la seule organisation professionnelle représentative. Et donc, elle représente l'ensemble des entreprises du paysage, qui sont plus de 30 000 entreprises. On a l'INEP, comme toutes les organisations professionnelles, je pense que ce n'est pas propre à la nôtre, a 3 missions essentielles, qui est bien sûr représenter et défendre les entreprises, représenter auprès de aussi bien des pouvoirs publics que de toutes les instances possibles. Bien sûr, défendre nos entreprises. Le deuxième aspect, et je pense que c'est plutôt pour là que l'on est ici aujourd'hui, c'est promouvoir les métiers et la compétence des entreprises. Donc effectivement, c'est expliquer quels sont nos métiers, attirer des candidats vers nos métiers, et puis permettre à nos entrepreneurs de les accueillir, donc effectivement, en leur permettant à la fois à eux et à leurs collaborateurs d'évoluer, avec des formations ciblées. Et puis le dernier point, c'est informer les adhérents de tout ce qui se passe dans la filière et pas que. En termes d'organisation, effectivement, l'UNEP est organisée en pôles. Bon, avec chacun de ces pôles a des spécificités. Aujourd'hui, vous avez sollicité le pôle social, emploi et formation, qui est représenté par Maud parmi vous. Et la particularité de l'UNEP, c'est que c'est régional et national. C'est-à-dire qu'effectivement, dans chaque région, vous avez une petite structure, petite en nombre de membres permanents, mais grande en efficacité et en investissement,
qui soit ont des actions locales, soit relaient les actions nationales qui ont été décidées. Donc effectivement, vous pouvez des fois avoir des différences entre les régions, mais des fois aussi, vous avez aussi tout ça dans un cadre harmonieux. Alors, les chiffres clés, alors j'ai entendu qu'effectivement, quand M. Bigot a parlé des implantations des entreprises, bon, on a les mêmes parce qu'on a les mêmes sources. Donc normalement, vous devez retrouver les mêmes sources et vous voyez un petit peu où on se situe. C'est assez, bon, c'est assez, j'allais dire, récurrent d'une année sur l'autre. Il n'y a pas des pics de variation. Et effectivement, on s'aperçoit que c'est plutôt le sud de la Loire qui est très représenté, avec l'Île-de-France. Mais bon, ça, l'Île-de-France n'est pas propre à notre activité. L'Île-de-France est souvent surreprésentée par rapport aux régions. Alors, la particularité de notre branche, bah, c'est l'importance des petites entreprises. Voilà. On a quand même 92% des entreprises qui ont moins de 10 salariés. Donc, c'est quand même beaucoup, près de 30 000 entreprises qui ont moins de 10 salariés. Ça a un impact à la fois en termes de recrutement, puisque effectivement, des fois, quand ils recrutent un salarié, ces petites entreprises, ça peut représenter 20% de leur effectif ou 50% de leur effectif. Donc, c'est important que le recrutement soit réussi et c'est important aussi que le recrutement puisse se faire dans les meilleurs délais. Et puis, c'est aussi une particularité parce qu'effectivement, on a à côté des toutes petites entreprises, de très grosses entreprises. Et donc, l'UNEP doit s'adresser et doit s'intéresser à tous ces niveaux d'entreprise. Mais aussi bien les petites que les grosses entreprises sont très demandeurs en recrutement. Alors, les acteurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelques chiffres. Alors, bon, c'est un peu masculin. Voilà. Hier, avant-hier, c'est vendredi, j'ai entendu un chiffre de 14%. Alors, je ne m'explique pas trop ce bond de 2% entre 12 et 14, mais pourquoi pas. Enfin, en tout cas, c'est autour de 10 et c'est pas autour de 20% de femmes. Faut pas, voilà. Alors que c'est un métier qui est ouvert aussi pour les femmes. On a fait beaucoup d'actions, et Maud pourra m'appuyer sur ce sujet, en direction de deux publics, les jeunes et les femmes. Voilà. Et les jeunes femmes encore plus, elles sont ciblées 2 fois. Donc l'âge moyen des salariés, c'est 35 ans. La particularité aussi de notre métier, c'est que c'est plutôt des salariés en CDI. Voilà, on a peu de saisonniers. Voilà. Il y a des CDI et des CDD, mais il faut savoir qu'on a beaucoup d'apprentis, puisqu'on est à 13% d'apprentis, c'est 13-14. Enfin, on a une progression régulière du nombre des apprentis. Et la plupart du temps, c'est des contrats à temps complet. Donc c'est quand même une filière, quand elle recrute, qui assure une pérennité dans l'emploi. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans le paysage, c'est normalement pour y rester quelque temps. Alors, on a effectivement tous les niveaux de formation, hein, puisqu'on y va du CAP, du CAPA, jusqu'au niveau ingénieur. Donc, c'est assez à souligner. Et c'est aussi une filière en parallèle de cette diversité de formation qui offre une diversité d'évolution à ses collaborateurs. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer avec un premier niveau de formation initiale et évoluer au sein de l'entreprise, avec éventuellement, dans le cadre de la formation continue, mais aussi avec l'apprentissage que vous pouvez faire sur le terrain et sur votre fonction. C'est une particularité de notre branche, c'est de permettre effectivement une évolution et de passer effectivement d'ouvrier sur le terrain, encadrant sur le terrain, après encadrant plus technique, voire même un jour, pourquoi pas, reprendre une entreprise. Donc je ne reprends pas forcément les chiffres, mais vous voyez que, parce que je crois que ça vous sera transmis, je parle sous contrôle, donc du coup, vous retrouverez les chiffres, mais quand même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une forte diversité, enfin, en tout cas, toutes les filières sont représentées. Voilà, alors j'ai déjà dit, c'est un secteur qui recrute. Entre 2020 et 2022, on a créé plus de 20 000 emplois. On n'a pas les chiffres de 2024, on vient de les avoir, donc on va les avoir, là on les a pas. Mais il faut savoir que les premières estimations montrent que la création d'emplois continue. C'est-à-dire qu'on ne recrute pas forcément pour remplacer, on recrute parce qu'on crée de l'emploi. Alors, ce qu'on disait, alors on a un baromètre, et puis on interroge nos entreprises, nos adhérents et aussi les entreprises du paysage. On a plus de 50% des entreprises, parce que là c'est 63%, qui ont l'intention d'embaucher. Donc c'est vrai que, de toute façon, on ne créerait pas des emplois à hauteur de plus de 20 000 emplois si on n'avait pas des intentions d'embaucher. Et malheureusement, on a quand même des entreprises qui ont du mal à recruter, en tout cas à embaucher. Alors qu'est-ce qu'on recherche? Alors, bien évidemment, on va rechercher les postes qui sont les plus nombreux. Parce que qu'est-ce qu'on a? On a un métier un peu pyramidal. On a déjà le chantier sur lequel interviennent les ouvriers et les encadrants, donc les chefs d'équipe.
Et puis après, ben, effectivement, on a toutes les strates d'encadrement possibles et qui varient selon la taille de l'entreprise. Quand la taille est toute petite, effectivement, ben, vous avez le niveau chantier et l'entrepreneur. Dans les plus grosses entreprises, ben, vous avez les différents jusqu'à responsable de région, voire directeur régional. On recrute donc beaucoup d'ouvriers, mais ce qui est quand même à noter, c'est qu'on recrute beaucoup d'ouvriers qualifiés, puisqu'on recherche près de 50% d'ouvriers qualifiés et 14% de chefs d'équipe. Je veux dire, le passage d'ouvriers qualifiés à chef d'équipe, c'est la partie management, mais au niveau de la technicité, c'est quand même des technicités qui sont très proches. Et puis on recrute aussi quand même des cadres. Alors, les difficultés de recrutement, vous allez me dire, c'est bizarre, vous avez du mal à recruter, là vous êtes moins présent. Ben, peut-être qu'il y a un lien de cause à effet, en tout cas je ne sais pas, je ne peux pas établir de statistiques par rapport à ça. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même, bon, globalement, on a des besoins de recrutement partout, voilà, il y a quand même, à minima, 20% des entreprises qui ont du mal à recruter. Et alors, pourquoi on a du mal à recruter? Ben, on a du mal à recruter parce qu'il n'y a pas de candidats. Voilà, ça c'est le premier aspect, c'est vrai. Il y a peu de... On n'a pas... Alors que si on écoute l'opinion publique, toujours on vous dira le jardin, l'importance du jardin, l'importance du jardinier, l'intérêt, l'attrait vers le métier du jardinier, mais dans les faits, concrètement, on n'a pas assez de candidats pour nos besoins. Après, le deuxième, c'est un problème de qualification des personnes qui postulent. Eh bien, c'est vrai que dans nos filières de formation, hein, les initiales, on s'aperçoit qu'il y a aussi une désaffection de certains. Alors, c'est pas partout pareil, c'est pas dans toutes les régions de la même manière, mais on s'aperçoit quand même qu'on a une désaffection de ces filières. Donc, bien sûr, s'ils sont pas dans la formation initiale, il y a beaucoup moins de personnes qui sortent formées. Bon, après, manque de motivation des candidats, je pense que c'est pas propre à notre filière. Voilà, et c'est pas tant le salaire, finalement, on s'aperçoit que c'est pas tant le salaire qui est un frein au recrutement dans nos métiers. Alors les métiers, ils sont très diversifiés. Je vais presque dire qu'il y a autant de métiers que de branches au sein de Valor. Bon, il y a une caractéristique quand même, c'est que c'est un métier du végétal. Ça, le végétal est au cœur de notre métier, puisqu'on crée, on entretient des jardins, des espaces verts. Il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, qui est important, qui est ce qu'on appelle la construction paysagère. C'est un aspect où on marche un peu sur les pieds de nos amis du TP, puisque ça se rapproche beaucoup du VRD dans certains cas. C'est le travail du minéral et du bois. Mais en fait, la particularité, c'est que notre travail du minéral et du bois, il s'inscrit dans un monde végétal. Et que c'est un des éléments, qui peut être très important, mais ce n'est qu'un des éléments du jardin et de l'espace vert. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qui est important, c'est qu'on a un métier de conseil. En fait, on est dans les services, hein, on est dans le tertiaire, on est un métier de conseil. On conseille nos clients et on assure une prestation. Donc cet aspect relationnel est très important. Quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit le client pour lequel on travaille. Je m'explique, vous avez un certain nombre d'entreprises qui vont faire du service à la personne. Donc bien évidemment, leurs clients, ils le rencontrent dès qu'ils arrivent sur le jardin, puisqu'il est là, en général, souvent. Vous avez les entreprises qui répondent à des appels d'offres, qui travaillent pour les marchés publics, mais elles ont des clients, puisqu'en face d'eux, il y a le client qui leur a commandé quelque chose et qui attend ce qu'il a commandé. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle les clients privés, c'est-à-dire les promoteurs immobiliers et autres, ou les copropriétaires, c'est-à-dire les clients d'une certaine taille. Et vous apercevez qu'on a toujours on assure des prestations, et pour mieux les assurer, il est important de savoir conseiller en amont et pendant la réalisation de la prestation. Donc c'est un aspect du métier qu'il ne faut pas négliger. Après, clairement, c'est un métier de terrain. Hein. On est sur le terrain, donc on est dehors. Voilà. Même si, il ne faut pas l'oublier, on a quand même des paysagistes d'intérieur. Mais ce n'est pas la majorité de nos paysagistes. Donc c'est vrai que si on ne souhaite pas travailler dehors, c'est peut-être pas un métier vers lequel il faut aller, mais bien que travailler dehors, ça n'a pas tant d'inconvénients que ça, parce que quand même, il faut voir que ce que vous faites, ça se voit tout de suite. Et ça se voit sur le temps, c'est-à-dire que vous avez un premier résultat quand vous créez ou quand vous aménagez, et 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, vous voyez l'évolution de métier, votre métier, de ce que vous avez réalisé. Donc on a à la fois des jardiniers en création et des jardiniers en entretien. Voilà. Après, on a des métiers qui sont spécialisés. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que c'est des branches du pays qui sont dans le métier des paysages. Il y a ceux qui installent des bassins, des piscines et des baignades. Donc, effectivement, l'eau est un élément important. Tout à l'heure, on parlait des actions qui étaient faites. On a une charte de l'eau. Enfin, on travaille au niveau de l'UNEP à écrire un certain nombre de documents, à la fois à destination de nos adhérents, mais aussi de nos clients, pour qu'ils comprennent comment on s'inscrit.
On a des élagueurs et des élagueuses. C'est-à-dire que c'est soit dans les arbres, c'est de l'élagage libre, soit sur des machines, mais c'est une certaine complexité, c'est un métier particulier. Je vous ai parlé des maçons paysagistes, effectivement, c'est ceux qui font de la création paysagère. Vous avez des paysagistes en milieu naturel, donc c'est un point important et un point en développement, puisque effectivement on assiste de plus en plus à la renaturation, c'est-à-dire qu'on remet la nature, je ne recrée pas la nature, mais ça peut être ça parfois, telle qu'elle était avant que l'homme ne fasse quelques dégâts dessus, donc c'est un métier important. Après, je vous ai cité les paysages d'intérieur, c'est les seuls qui sont à l'intérieur, mais malgré tout, ils travaillent le végétal. Aussi. On a aussi les reboiseurs et les reboiseuses. On ne fait pas que couper et tailler, on plante aussi. On a les terrains de sport, l'entretien des terrains de sport. Alors là, bien sûr, il y a le golf, mais pas que. On fait effectivement les terrains de sport de football, pas de basket. J'allais dire ni de volley, mais les terrains de sport en extérieur. Voilà. On est en capacité d'installer des systèmes d'éclairage quand on fait un aménagement, et bien sûr le système d'arrosage, parce que c'est très important de nos jours, et c'est des systèmes d'arrosage de plus en plus sophistiqués, c'est-à-dire qui tiennent compte à la fois avec des programmations qui permettent effectivement d'arroser au plus juste pour maintenir la plante en vie sans le gaspiller d'eau, ce qui est très important. Après, effectivement, sur le terrain, on a aussi des responsables. Alors, le premier niveau de responsable, c'est le chef d'équipe et le chef de chantier. Il est sur le terrain avec ses équipes, il travaille sur le terrain et il est là, bien évidemment. Et puis, il y a le conducteur ou la conductrice de travaux. Donc, elle encadre plusieurs chantiers. C'est l'interlocuteur, notamment avec les clients en amont, sur la partie commerciale. C'est celui qui est responsable de la gestion aussi du chantier. Et c'est celui qui anime les hommes et qui veille à ce qu'ils aillent en formation et qui suivent des formations adaptées. Quelques métiers connexes qu'on peut retrouver ailleurs. Le technico-commercial ou chargé d'affaires, parce que ça, effectivement, un commercial, on en trouve dans beaucoup de branches. Bon, la spécificité, c'est qu'on lui demande de connaître nos métiers, le vert. Et puis l'infographiste ou l'assistant paysagiste concepteur, ça, c'est très important. Et c'est vrai que c'est les premiers qui sont touchés par ce qu'on appelle tout le temps le gros mot l'intelligence artificielle, mais c'est vrai aussi que nos métiers sont concernés par l'intelligence artificielle, notamment en partie conception, mais pas que. Et alors, ce que je disais, c'est que l'intérêt de nos métiers, effectivement, ils sont dehors, mais c'est des métiers qui ont un véritable sens. Et ça, c'est j'allais dire, une évidence. Des fois, j'ai un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Alors, pourquoi ? Parce que c'est les métiers qui traitent de l'environnement. Voilà, on est au cœur de la problématique de l'environnement. Et puis, c'est des métiers qui veillent à la biodiversité, c'est les garants de la biodiversité. Et ça se reflète comment ? Parce que l'environnement, tout ce qui est RSE, c'est pas que il y a aussi le S. Donc, on travaille en équipe, on est en relation avec une clientèle, c'est ce que j'ai pu vous dire. Sur la biodiversité, effectivement, on est au cœur de la biodiversité. Et on participe, je crois que je l'ai dit, à la protection et au développement de l'environnement et du cadre de vie. Il y a même une étude qui est sortie il y a peu de temps qui expliquait qu'on pouvait, que pour je ne sais plus combien d'euros investis dans un jardin, en tout cas dans l'espace vert, on avait un gain en termes de santé et que c'était mesurable. Alors c'est vrai que le cheminement, il y a une baisse du diabète par exemple. Alors vous allez me dire, elle ne voit pas le rapport entre l'espace vert et le diabète. Si, parce que justement, les personnes, quand il y a un environnement vert, elles sortent plus, elles marchent plus, et donc du coup, c'est du mieux pour leur santé. Ça, c'est juste un petit exemple anecdotique, mais c'est très important. Donc c'est vraiment un des métiers qui ont du sens. Et c'est important de le dire aux personnes qui travaillent dans ces métiers. Parce que des fois, on oublie un petit peu, on dit, je pousse une tondeuse, je taille des rosiers, mais quel intérêt ? Mais non, ça a un véritable intérêt. Quel que soit l'échelon où on se situe. Alors, qu'est-ce qu'on demande qu'est-ce que les entrepreneurs demandent à leurs collaborateurs ? Bon, bien sûr, connaître les gestes du métier. Mais enfin, ça, c'est propre à tous les métiers. On demande bien sûr de connaître les gestes du métier. On demande du soin et de la rigueur. Alors, ça peut être paradoxal quand on dit on fait un jardin qui doit être libre et tout, mais justement, plus on laisse de liberté, plus il faut y avoir une rigueur pour le mettre en place. La connaissance du végétal, c'est pour ça qu'on est tout à fait friand comme du concours de reconnaissance des végétaux qui est organisé par Valor, parce qu'effectivement, pour nous, c'est important de connaître le végétal, et pas que connaître de la plante, de connaître le végétal dans son environnement. On demande aussi un certain niveau d'autonomie, puisque sur les chantiers, des fois, il y a que c'est des petites équipes. Donc, il faut être en capacité
d'agir. Alors, autonomie, ça ne veut pas dire indépendance et je fais n'importe quoi. Ça veut dire de savoir prendre la bonne décision et c'est de savoir de dire, je ne sais pas faire, je pose la question à mon chef. C'est-à-dire se retourner vers son encadrant. Un esprit d'équipe, alors ça c'est fondamental, c'est forcément une équipe. La polyvalence et la capacité d'adaptation, parce que vous avez vu tous les métiers qui sont exercés dans certaines entreprises, c'est qu'une petite partie du temps, donc il faut être savoir capable de s'adapter. Et puis bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, la relation avec le client est très importante, donc il faut avoir un savoir-être par rapport à ça. Alors les formations, je ne le redis pas, mais effectivement, on est de tous les niveaux, c'est-à-dire du CAP jusqu'à l'école d'ingénieur, plus des niveaux complémentaires, enfin des CS, donc des certificats. Et pour permettre d'avoir plus d'informations par rapport à ce que j'ai pu vous dire, bien sûr, vous pouvez nous contacter, notamment Maude, en direct là-dessus. On a 2 sites internet, on a les entreprises du paysage et les métiers du paysage. Donc ça, c'est important. On est présent sur tous les réseaux sociaux. Je crois qu'on est plus présent sur Twitter qui est devenu X. Voilà. Donc là, voilà. On était sur Twitter, mais on n'est pas sur X. Mais effectivement, sur nos sites, on a fait beaucoup de campagnes, mais sur les sites, soit via les sites, soit directement avec les QR codes, vous pouvez retrouver à la fois les écoles qui forment à nos métiers. Vous pouvez aussi voir ce que l'on propose en termes de reconversion, parce que c'est un pôle important de recrutement, et la liste des entreprises du paysage. Donc, allez sur nos sites, dérangez Maude, n'hésitez pas, il y a beaucoup de choses. Voilà, on vous donne quelques exemples. Toutes les fiches métiers dont j'ai pu vous parler tout à l'heure, elles sont détaillées, elles sont illustrées, il y a des témoignages vidéo. Donc effectivement, on essaie d'être de plus en plus... voilà. Donc on a plutôt effectivement les témoignages vidéo, et je vais laisser la parole à Maude, c'est plutôt des jeunes et des femmes, puisque effectivement c'était nos cibles, mais il n'y a pas que des jeunes et des femmes sur les témoignages vidéo. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, en tout cas, je vous remercie de votre écoute. Et je crois que Maude veut ajouter quelque chose. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Avant de répondre à vos questions, je voulais apporter un petit complément par rapport à notre site Les métiers du paysage. Il y a vraiment beaucoup de supports et de documentation que vous pourrez retrouver sur ce site, notamment, comme Marie-Hélène pouvait vous le dire, une interview métier par métier, en fait, pour chaque métier. Et si vous avez besoin d'utiliser ces vidéos, elles sont également présentes sur YouTube, de toute façon sur le site. Quand vous appuyez sur la vidéo, vous allez normalement sur YouTube. Et si vous avez besoin des fichiers sources, on peut vous les donner. Ça dépend pour quel type de manifestation, mais normalement, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à passer par moi ou la déléguée régionale de votre région. Et puis, pour toute autre documentation également, on peut vous les donner en support PDF. Ça peut être peut-être plus simple. Donc, voilà, n'hésitez pas en tout cas. Et merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, Marie-Hélène et Maude, pour votre intervention et pour cette présentation très complète sur les métiers du paysage. Donc, on va vous laisser la parole maintenant, le réseau ANEFA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et nous vous donnerons la parole au fur et à mesure. Bon, nous n'avons pas de questions. Ah, si, Lisiane. Voilà. Lisiane du 39. Donc, bonjour. Donc, moi, c'est Lisiane. Je suis chargée de recrutement pour du réseau ANEFA sur Angers, donc Maine-et-Loire, Pays de la Loire. Alors, j'ai appris des choses, mais pas plus que ça, parce que j'étais déjà sensibilisée au métier du paysage surtout. On travaille surtout avec des entreprises du paysage et de l'horticulture dans notre département. Moi, je vais plus rebondir sur le paysage concernant les difficultés de recrutement. Donc, les attentes, on les connaît bien, les attentes des entreprises. Nous, ce qu'on remarque quand même, c'est que les entreprises sont quand même assez exigeantes et quand on leur propose aussi de s'ouvrir à de nouveaux profils, quitte à les former, parce qu'on propose aussi de l'alternance, c'est compliqué quand même. C'est compliqué pour ces entreprises du paysage d'accepter ces profils-là qui pourtant qui sont accompagnés par nous aussi dans leur démarche de recrutement et aussi concernant le suivi de cette alternance avec le candidat qu'on propose. Là, c'était plus une remarque aussi dans ce sens-là.
Mais je peux rebondir sur ce que vous avez dit. C'est effectivement, si vous vous rappelez, les difficultés de recrutement, les indiqués, en deuxième position, c'était le niveau de formation. Et ça illustre un peu cette frilosité aussi. Après, peut-être que c'est lié à la taille de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ne se voient pas avoir du temps pour consacrer. Mais ça, c'est une indication à apporter. Hein. C'est de se dire que quand on recrute quelqu'un, il n'est jamais immédiatement opérationnel et qu'il faut se dire qu'il faut mieux recruter quelqu'un qui est motivé et qui va s'inscrire dans une démarche d'apprentissage et de formation et d'intégration que de recruter quelqu'un qui paraît être le mouton à cinq pattes et qui en fait ne rêve que d'une chose, c'est d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais c'est vrai que voilà, c'est un travail qu'on essaie de mener nous au niveau de l'UNEP, mais on peut le faire qu'auprès de nos adhérents. On ne peut pas Oui, être bien sûr. invasif auprès des autres entreprises, même si on est le seul syndicat représentatif, parce que effectivement les grosses entreprises sont adhérentes de l'UNEP, donc on a effectivement beaucoup de salariés de l'UNEP dont les entreprises sont adhérentes. On a aussi, on n'a que un peu plus de 4000 adhérents. Donc vous voyez que sur le nombre des adhérents, et forcément, statistiquement, il y en a 9 sur 10, surtout les petites entreprises qui ne seront pas forcément adhérentes et donc qui vont avoir des exigences et sur lesquelles on n'aura pas forcément, on ne pourra pas avoir une action vers elles en leur expliquant le bien fondé d'eux. On a aussi mis, par exemple, en Ile-de-France, on a fait 3 sessions, je crois, Maud, je parle sous votre contrôle, pour à direction des personnels, des personnes réfugiées, pour justement, donc avec une formation et tout. Mais on s'aperçoit que c'est que nos adhérents qui souscrivent. Voilà. Enfin, qui ont souscrit. Hein. Maud, je me parle sous votre contrôle. Et c'est vrai qu'au niveau de nos directions régionales, elles ont monté beaucoup d'actions, avec vous ou avec d'autres, notamment des POEC ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que des fois, elles ont du mal à trouver des entreprises accueillantes. C'est un constat. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est dommage que ça concerne que les entreprises adhérentes. Après, moi, je ne sais pas, c'est quand même des entreprises assez importantes parce que IDVRD, je pense que c'est quand même assez. Ah, mais ils sont adhérents et voilà, voilà. par exemple. C'est pas bien. Alors, je ne dis pas qu'ils ne veulent pas à chaque fois, hein. C'est pas eux les plus réticents. Mais en tout cas, nous, on est vraiment, enfin, notre difficulté, c'est ça. C'est vraiment, en fait, dans l'accompagnement des entreprises pour justement s'ouvrir à ce type de profil. Alors parce que oui, la réponse c'est souvent ça, bah non, pas trop le temps. Ou... oui, mais il faut aussi savoir ce que vous voulez. Soit vous avez des difficultés à recruter, vous vous ouvrez et on est là aussi pour vous accompagner. Et dans ces cas-là, voilà, c'est un peu. Bon, je vous invite éventuellement effectivement de vous rapprocher de la délégation régionale pour remontrer vos difficultés, normalement ou près de Maud. Et du coup, on pourra justement. En tout cas, dans notre communication à la direction des entreprises, quand elles se plaindront, pour leur dire oui, mais alors là, je ne comprends pas. Voilà. Pourquoi personne ne s'est tourné vers. Voilà. C'est bien aussi d'expliquer aux personnes qui se plaignent qu'elles peuvent aussi agir et ne pas faire que ça. Exactement. Voilà. Merci. Je vous en prie. Donc, vous avez les coordonnées de Maud et puis aussi vous allez avoir le listing des délégués régionaux. OK. C'est vraiment sur le support. Il y avait bien les coordonnées des contacts régionaux. Jamais, Lisiane, n'hésite pas à me solliciter, je te mettrai en contact avec Maud. OK? Maud a mis ses coordonnées dans la conversation, dans le fil de conversation. Okay, super. Ouais, merci. J'ai mis les coordonnées et je vais vous envoyer, je vais envoyer à Fita toutes les coordonnées mises à jour sur les délégués régionales. C'est ça, donc, je vous les transmettre. Voilà. Alors, les délégués régionaux, c'est parce que c'est que des femmes, c'est pas une faute de français. Oui, c'est pas une faute de français. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions du réseau ANEFA? Sinon, autant vous dire qu'on est pile à l'heure. Hein. Il est midi pile. Donc, on peut accepter encore quelques questions. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Mais bon, vos présentations étaient très complètes et très claires. Donc, je pense que vous voyez, finalement, un peu positif aussi quand il n'y a pas de questions des fois. Bon, écoutez, merci à tous. Voilà, merci pour la présentation. Merci à vous. Merci beaucoup. ANEFA, moi, je vous enverrai donc le replay avec les supports ainsi que les contacts régionaux pour l'UNEP. Et un grand merci à Axel, Marie-Hélène et Maud pour votre présence, votre intervention et vos présentations très complètes. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.